La Cité européenne des scénaristes présente... Il y a plus de 10 ans, j'ai dit à mon agent, c'est simple, c'est terminé. Si tu reçois un projet où il y a écrit accent, restaurateur, karatéka, informaticien ou quoi que ce soit, ne m'appelle pas parce que je dirai non. Il est important aussi de donner un signal très fort au directeur de casting, au réalisateur, au producteur, que Frédéric Shaw ne fera plus ce genre de personnage. La diversité et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. Tu peux être gros et avoir des rôles intéressants et pas que jouer la bouchère, la boulangère ou la femme de catégorie socio-professionnelle en difficulté qui va dire 3 répliques dans le film. Leur engagement, œuvrer pour une fiction française plus représentative de notre société, notamment en termes de genre, d'origine, d'âge, de conditions physiques, mentales et fonctionnelles, de culture, de classe sociale ou encore d'orientation sexuelle. Dans ce 5e numéro hors série du podcast, la parole est à celles et ceux qui agissent pour la diversité à l'écran. À eux 5, mes invités du jour travaillent aussi bien côté diffusion qu'écriture, qu'interprétation, que production ou encore côté associatif. Quel est leur rapport au scénario ? Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en juin 2023. Je suis Sénède Dab, directeur de la fiction jeunes adultes chez France Télévisions. Je suis Frédéric Shaw, comédien, scénariste, producteur, à la fois. Sabine Pacora, je suis comédienne, metteuse en scène et je fais partie du CA du collectif 50-50. Anne-Claire Tell, je suis la directrice de l'engagement du groupe Media One. Olga Vincent, scénariste productrice de Ramena Productions. Comment est né votre intérêt pour la question de la diversité à l'écran ? C'est pas très radiophonique malheureusement ce mouvement. Je sais. Moi en tout cas, une absence de représentation visible à l'écran pendant toute ma jeunesse en France, sauf quelques exceptions. Et donc du coup, une fois arrivé dans ce milieu-là, l'envie de faire évoluer la situation. C'est pas la raison pour laquelle je me suis lancé dans l'audiovisuel, mais ça faisait partie des choses à faire. Moi, je dirais que j'ai pas formulé ça comme un intérêt pour la diversité, mais je l'ai fait sans le savoir, si je puis dire. Par exemple, j'avais fait une fiction en 2002, je crois, avec Miu Miu, une mini-série. Et le deuxième rôle, je l'ai confié tout de suite à Adam Magnanet. On l'avait pas écrit comme ça, mais on a eu l'idée de lui confier le rôle. On a fait aussi une série, c'était pour Barjac, mais qui s'appelait Fabien Cosma à l'époque. Et c'était avec un acteur qui s'appelle Karim Nebadi, je crois. Et c'était un des premiers à incarner un médecin de campagne. Mais c'était avant le développement de ces questions, au milieu des années 2010. J'ai envie de dire, ouais, c'est ça. Et puis là, donc récemment, une série qui s'appelle Le crime lui va si bien. Claudia Tagbo, là aussi, c'était pas un rôle qui était écrit... pour une femme d'origine africaine, mais tout d'un coup, moi j'étais la voir, j'ai trouvé super, je me suis dit, ça va être génial, en fait, ça va être beaucoup plus intéressant avec elle. Et ça s'est fait comme ça. C'est vrai aussi qu'on voyait beaucoup de fictions anglaises, anglo-saxonnes, où il y avait énormément de diversité, et c'est vrai qu'en France, c'est longtemps resté très frileux, ou avec, par exemple, la meilleure copine ou le meilleur copain qui est un peu l'alibi. Les seconds rôles. Voilà. Je suis assez content d'entendre ça parce que moi aussi, c'est l'idée de changer un peu, faire bouger un peu les lignes. Voilà, la France est plurielle, elle a sa diversité. Je trouve qu'elle a été un petit peu négligée il y a quelques temps. Aujourd'hui, il y a une forte progression là-dessus. Moi, ma communauté, je la trouve sous-représentée, mais après, on pourra peut-être aller plus en détail tout à l'heure. En tout cas, je suis assez confiant sur cet aspect-là. Je vois qu'il y a des acteurs autour de moi qui ont cœur aussi de faire bouger les choses, donc c'est plutôt chouette. La question de la diversité, effectivement, je suis concernée au premier chef parce que moi je suis comédienne, et ce qui a fait que je me suis intéressée à la question, c'est pas mal d'expériences malaisantes que j'ai vécues d'un point de vue professionnel, en termes de traitement, en termes de rôle. Donc j'ai aussi fait partie du collectif Diasporact et du livre Noir n'est pas mon métier, où avec 15 autres actrices, on a témoigné sur nos expériences de stigmatisation dans le monde du cinéma. Avant, chaque fois que je parlais de ces expériences, on me traitait un peu de parano, et puis là c'était intéressant de voir qu'à 16, quel que soit l'âge, quel que soit le physique des comédiennes, on partageait vraiment ces assignations, ces stigmatisations dans l'exercice de notre métier de comédienne. À partir de là, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée, parce que j'avais pas forcément envie de remettre en question mon métier. Et sur la question de la diversité aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment des chiffres et des statistiques.
Par exemple, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus d'offres de casting pour les jeunes, de 12 à 25 ans, on va dire. Mais pour tous les autres types de personnages, ils continuent à être stigmatisés. Les femmes de plus de 30, 35 ans, 40 ans, on continue à avoir des mères de jeunes de banlieue, marginalisées, qui parlent pas bien le français, qui sont encore en boubou. Enfin voilà. Je sais qu'il y a quelques rapports qui existent. J'ai lu que les personnages masculins, c'est à peu près 9% de personnes d'origine maghrébine, 2% de personnes d'origine asiatique. Les femmes continuent à être quand même sous-représentées, les femmes non blanches. En comparaison avec ce qui se passe aux États-Unis, je trouve qu'en France, on est hyper à la traîne. Moi, j'ai été une grande consommatrice de séries, mais je ne vivais pas en France. Et effectivement, aux États-Unis, dans les années 90, il y avait déjà beaucoup de représentativité à l'écran, de diversité culturelle, mais pas seulement, parce qu'on parlait de chiffres, mais en France... Là, il y avait un rapport du CSA, je crois, l'année dernière, il y a 2 ans. Le handicap représenté à l'écran, je crois qu'on vient d'atteindre la barre des 1%. Donc ouais, c'est 0,6, je crois. Et je crois qu'on a passé 1%. Mais tout juste. Donc, le sujet de la diversité est pluriel, comme la population française. Quand je suis arrivée en France, j'étais assez surprise de regarder la télé et de voir quelque chose de beaucoup plus homogène et pas forcément représentatif de ce qu'on croise dans la rue d'ailleurs. Donc quand j'ai commencé cette aventure Media One palpitante, j'ai eu la chance d'échanger avec pas mal de producteurs qui chacun de son côté se posait la question de comment faire évoluer le récit pour mieux représenter à l'écran, etc. Comment on travaille tout ça à l'écran et derrière l'écran. L'engagement chez Media One, alors, c'est en construction, comme le groupe. On travaille à la direction de l'engagement sur les sujets, évidemment, de la représentativité, de la diversité à l'écran, de son inclusion, des diversités, d'ailleurs, je préfère mettre au pluriel, mais aussi sur les sujets environnementaux, sur la partie mécénat, en développant des actions, en se considérant comme un acteur qui a une responsabilité à l'égard des citoyens. Quel est l'enjeu de cette diversité, de ces diversités, du coup, à l'écran, pour vous? Il est politique, hein. Oui, puis c'est un projet citoyen. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre tous ensemble dans un monde un peu plus apaisé, honnêtement. Et je pense que les médias ont un rôle clé là-dessus et que si on met à l'écran tous les stéréotypes et qu'on n'essaie pas de les contourner et que ce sont systématiquement les mêmes personnages et les mêmes profils qui sont les méchants, les dealers, les femmes de ménage ou hommes de ménage, on dit encore femmes de ménage de façon spontanée, on reste dans des clichés qu'on répète et on n'aide pas à notre petit niveau à construire une société plus inclusive. La fiction, si elle est censée raconter notre société et qu'elle le raconte de manière inégalitaire en termes de représentation, du coup, elle raconte pas notre société, elle raconte quelque chose d'autre. Je dirais aussi telle qu'elle est, telle qu'elle devrait être aussi, parce que par exemple, je pense au Sauvage de Rebecca Zlotowski, où on a un personnage maghrébin qui est président de la République. Et c'est aussi forcer et casser des représentations. Ouvrir les consciences, oui. En fiction, ouais. Moi, tout simplement, je viens d'être papa, donc j'ai très envie que mes enfants puissent s'identifier à certains films qu'ils peuvent voir à la télé ou au cinéma et de se dire, tiens, ce personnage ou cet acteur, cette actrice m'inspire, j'ai peut-être envie d'ouvrir mon champ de vision, et pas comme moi. Je me rappelle quand j'étais petit, la seule série où il y avait de la diversité, c'était le Cosby Show. Et c'était une série américaine, donc j'étais inspiré par tout ce qui était américain, et c'est vrai qu'en France, en fait, j'ai pas trouvé mon bonheur, quoi. Je me questionne en fait sur quelles sont les réticences à représenter une société qui serait diverse, parce qu'on est loin d'y arriver. Quelles sont les réticences? Alors effectivement, derrière, il y a une histoire politique particulièrement sensible sur la problématique de l'esclavage, de l'immigration, la relation de la France avec ses colonies, enfin voilà, et cette histoire-là n'est pas apaisée. Donc c'est vrai que politiquement, ça reste vraiment un sujet sensible, où effectivement on continue de montrer une seule catégorie de la population, blanche, des hommes. Je me questionne en fait, pourquoi ce n'est pas possible? Par exemple aux États-Unis, qui est quand même le pays, je crois, où le racisme est quand même le plus présent, il n'y a pas de difficulté en fait à représenter des personnages, des catégories extrêmement diversifiées au cinéma, à la télé, en ayant aussi des personnages principaux. Par exemple, nous, quand on a proposé Claudia Tagbo pour le rôle, je crois pas me tromper, mais il me semble que on l'a fait en 2017, et je crois que c'est la première fois qu'une comédienne noire incarne un premier rôle en dehors de Fatou la Malienne, de trucs qui sont vraiment axés sur le sujet, etc. Là, elle fait un personnage qui pouvait être aussi bien incarné par quelqu'un d'autre, en fait. Et la difficulté aussi, c'est qu'ils avaient peur qu'elle soit pas assez connue, en fait. En fait, ça a très bien marché. Donc, ils étaient très contents, mais ils avaient un petit peu peur.
Et c'est un cercle vicieux. Alors grâce effectivement à France TV / aux plateformes et tout qui ouvrent beaucoup plus quand même, il y en a beaucoup qui montent en notoriété ou grâce à Plus belle la vie ou des trucs comme ça monte. Et comment on fait pour qu'ils deviennent connus alors? En faisant des fictions qui marchent, ouais. C'est mécanique, c'est une histoire de nombre. Pourquoi est-ce que la communauté asiatique aussi est parfois moins bien représentée dans les fictions françaises? C'est parce que le vivier de talents issus de la communauté asiatique en France est minuscule. Comparé au reste de la population, c'est pareil pour les talents maghrébins, noirs et ainsi de suite. Si on prend la totalité des comédiens, auteurs, réalisateurs qui existent, les minorités sont encore sous-représentées derrière et devant la caméra, ne serait-ce que... Et à l'écriture. Et à l'écriture, ne serait-ce qu'en tant que professionnel, que professionnel que choisir. Et ça vient, comme tu dis, c'est un cercle vicieux, ça vient du manque de représentation à la télé, c'est-à-dire qu'il y a un moment où si tu vois jamais un personnage asiatique ou un comédien ou comédienne asiatique, tu te dis c'est pas pour moi. 2, aujourd'hui un accès hyper compliqué pour toute une partie de la population à ce métier, ces formations, ce stage. Et derrière ces entreprises, une méconnaissance généralisée à la jeunesse, mais une méconnaissance de nos métiers. C'est toute une suite d'obstacles à l'arrivée dans notre milieu et sur nos métiers qui font que, oui, effectivement, c'est plus simple pour une personne non racisée, issue de milieux plutôt bourgeois ou en tout cas plutôt aisés, déjà de connaître les métiers et de les envisager et de se dire que c'est pour eux. Parfois, on va présenter certaines de nos séries dans des lycées. Il y a beaucoup de jeunes de pré-bac, encore, qui savent pas exactement ce que c'est qu'un scénariste, qui pensent que le réalisateur, c'est juste celui qui tient la caméra et que ce sont les comédiens qui inventent l'histoire. Donc déjà, ça c'est un sujet. Et derrière, quand tu leur dis, mais ces métiers, vous pouvez les faire. Si vous avez l'envie et si c'est ce qui vous intéresse, c'est pour vous. Et là, tu te retrouves face à un truc de genre, non. Enfin, il y en a il faudrait qu'il y ait plus de gens de leur profil qui soient représentés à la télé. Carrément. Tu vois. Exactement. Moi, j'ai fait Made in China, qui est un film qui met en lumière la communauté asiatique, parce que je voulais qu'on montre un autre aspect, loin des clichés réducteurs et condescendants qu'on peut véhiculer, et montrant pleinement en fait les us et coutumes qu'on peut avoir dans une histoire, une fiction. Et ça a fait bouger les lignes. Et la plus grande fierté que j'ai, c'est quand j'ai des mamans ou des papas asiatiques qui m'arrêtent dans la rue, qui me disent, voilà, je voulais vous remercier parce que mon fils s'est inscrit au théâtre, ma fille a envie d'être réalisatrice, ou voilà. Comme quoi ça fonctionne, effectivement. Oui, mais ça passe par ce genre de levier. Pardon, d'entrer peut-être sur un terrain qui fâche, mais je pense que les diffuseurs ont un rôle clé. Le producteur va essayer de prendre des risques en proposant un profil, en proposant de faire évoluer l'histoire pour changer un petit peu. Et le diffuseur peut dire, moi je préférerais un tel parce qu'il est plus connu, ou je préférerais tel réal parce que il a déjà fait cette fiction, ce truc à succès. Et donc voilà, on a un programme de mentoring avec le Media Club L et France Télé d'ailleurs sur les femmes réalisatrices dans le flux. Et c'est là où on voit que le système devient vertueux, c'est quand on a un diffuseur qui s'engage avec nous, on va vous aider, former des femmes réalisatrices dans le flux. D'ailleurs, on les forme pas du tout parce qu'elles sont hyper capées, elles ont déjà fait énormément de choses, sauf que elles ont du mal à franchir le plafond de verre. Je m'exprimerai pas sur le flux parce que c'est pas ma spécialité, mais côté fiction, je suis désolé, mais aujourd'hui, en 2023, 90% des fictions qui arrivent sur mon bureau ne se posent pas la question de la diversité. Des projets ne se posent pas la question de la diversité. Y compris chez Slash, qui pourtant a une image de se poser la question. Y compris chez Slash, entre autres, parce que effectivement, encore une fois, les grandes majorités de scénaristes n'est pas issue de la diversité. Donc, mécaniquement, quand ils imaginent une histoire, cette question-là ne pop pas forcément dans le truc. Et donc, on reçoit des projets où encore, on dit, mais c'est pas possible. En fait, il n'y a pas un personnage issu de la diversité. Pas un. La question, c'est pas d'être mise en avant ou pas, mais il y a rien. Et derrière, quand on arrive au casting, je suis désolé, mais sauf exception, il n'y a pas une de mes séries où il n'a pas fallu qu'on pousse. Parce que aussi, et ça c'est, je pense, une autre problématique, il y a une énorme responsabilité des directeurs de casting qui prennent les fichiers des agences et qui ne font plus de casting sauvage. Et aujourd'hui, je suis désolé, si on veut être volontaire et pousser sur la diversité, il faut effectivement sortir du confort de j'ai mon listing, je pioche dans ce que j'ai déjà et je renvoie. Je peux plus entendre des directeurs de casting ou des producteurs me dire non mais on a cherché, il y a pas. Ben non en fait. Mais tu sais comment ça se passe quand un directeur de casting va chez un agent et ils font leur marché. Ouais, c'est juste que l'agent dit prends cet acteur là, comme ça moi je t'arrange pour un autre truc. Lui il est plus bankable que l'autre. Ouais mais il correspond plus au rôle parce que mais prends plutôt lui parce que en fait c'est une question de pognon. Sur la question de la notoriété des acteurs et des personnages. Aux États-Unis, il y a plein de séries. Dans Walking Dead, il n'y a aucun des acteurs qui est connu.
et la série cartonne. Game of Thrones, c'est pareil. Enfin, tu as raison, mais ça dépend de. Je pense que France TV Slash a beaucoup plus de liberté que le linéaire, quoi. Voilà, qui sont encore très accrochés à des personnages fédérateurs qui tournent autour de 4 ou 5 comédiens en femmes et 4 ou 5 comédiens en hommes. Il y a une approche qui est un peu ancienne, en fait. Sur quoi reposent les appréhensions? Enfin, voilà. Moi, je vais te donner un exemple. Il y a un réalisateur qui m'a approché pour le premier rôle de son film. Et à un moment donné, l'actrice, en fait, est une actrice césarisée. Et je devais jouer avec elle. Et l'agent s'est battu en disant, c'est simple. Si vous prenez Frédéric Shaw pour ce film, l'actrice que je représente, j'ai pas travaillé 15 ans pour construire sa carrière, en fait, pour qu'il soit accompagné de Frédéric Shaw. Donc j'ai été remplacé, j'ai été écarté du projet et ils ont mis quelqu'un, ils ont mis Louis Garrel. Parce que j'étais pas... suffisamment bankable. Ouais, bankable par rapport à Louis Garrel. Alors que dans l'imaginaire, en fait, du réalisateur, quand il a créé son projet, sa vision, c'était moi, pour l'acteur principal. Ça rejoint un petit peu ça, mais j'ai une question que je vais te poser, Frédéric, et je suis absolument désolé mais c'est aussi sur la question de la représentation et justement de la notoriété, du marketing aussi. Et j'ai vu Made in China, que j'ai beaucoup aimé, qui est une comédie dramatique pleine de bons sentiments. Voilà, j'ai beaucoup aimé le film. Et quand j'ai vu la campagne marketing autour du film, j'ai eu l'impression de voir la campagne pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu numéro 4. Bien sûr. Alors que le film, rien à voir. Il n'y en a rien à voir. Est-ce que c'est un film sur la communauté asiatique qui soit pas, je ne donnerai pas plus d'avis que ça sur Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais bon voilà, qui soit pas sous cet angle-là, ça peut pas marcher tout seul. Qu'est-ce que... Attoro a raison, en tout cas c'était un choix de la distribution, de marketer en fait le film tel quel, c'est-à-dire en fait prendre deux acteurs principaux de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et de la volonté de fédérer des gens. Le vecteur d'entrée de mon film était la comédie, pour que ça switch en fait vers quelque chose de plus social et émotionnel. Ouais. Okay. Ce qui a été le cas. Et effectivement, il y a des gens, mais tu peux pas plaire à tout le monde, il y a des gens qui sont allés voir Made in China en pensant que c'était un spin-off de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Alors il y a des gens qui n'ont pas aimé, il y a des gens qui ont été agréablement surpris comme tu l'as été. Moi c'était mon premier film, donc tu vois, je rentre dans une aventure que je maîtrisais pas et c'était quand même TF1, Mars Distribution, je me dis bon, ils savent faire leur métier, je les écoute et voilà, maintenant j'apprends de ces erreurs-là. J'étais pas producteur, j'ai monté ma boîte là en 2020 pour pouvoir en fait avoir la main cette fois-ci sur mes propres projets, parce que sans ça en fait t'as un pantin quoi, tu vois, on te dit ce qu'il faut faire, mets-toi là, dis ça, etc. Et c'est terminé ça. Ce que je trouve intéressant avec cet exemple, c'est que c'est aussi, on ne fait pas confiance quelque part à un sujet différent, sur une communauté différente. Il faut absolument qu'on rattache à quelque chose qui a marché, à quelque chose qui raccroche complètement. Et donc, et le problème, c'est que je pense, enfin, tu disais, c'est super sur France TV Slash, vous mettez des nouveaux visages, et ainsi de suite. Je le fais aussi parce que j'ai pas les moyens du reste du linéaire. Moi, si je pouvais... Mais vous avez plus de liberté, c'est ça, vous n'avez pas cette pression qu'ils ont, eux, de il faut que ce soit quelqu'un de fédérateur. Oui, mais parce qu'on a moins d'argent et qu'on investit moins aussi. Si je pouvais mettre une tête d'affiche dans chacune de mes séries, je mettrais une tête d'affiche. Vous avez eu Ramzy, je sais pas à quel prix vous l'avez eu, mais... on l'a eu parce que, typiquement, c'était un projet coup de cœur pour lui. Il avait envie de partager ça. Et donc, du coup, Ramzy, ça fait partie, effectivement, des gens dans ce métier qui sont capables de faire une croix sur leur cachet, leur prétention, parce qu'ils veulent pousser un projet. Mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui seront dans cette veine-là. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait des projets gratuitement ou minimum syndicat. Ça m'intéresse. Parce que, non, mais parce que le projet a du sens pour moi et le propos voilà, m'intéresse. Tu vois, c'est vrai qu'à France Télé, à un moment, ils ont dit attendez les gars, plus de mecs en réal, que des nanas. Alors les gens ont fait genre un peu chier, mais en même temps ça a marché en fait, parce que du coup tout le monde s'est cassé la tête pour en trouver et ça a marché. Peut-être que, je veux dire, Arnaud, elle s'est quand même un peu fait taper sur les doigts pour la diversité. Peut-être qu'il devrait dire, les gars, maintenant vous faites plus une seule fiction sans 4... Oui, mais on n'a pas le droit de dire ça. Ouais. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas le droit de dire ça, mais on le pousse. Mais la grosse différence, c'est comme tu parlais, c'est que en fait, les femmes, on a le droit de compter les femmes réalisatrices. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de compter la diversité à l'écran. Donc du coup, derrière, on peut pas poser un truc. On le fait. Et ça, tous mes collègues de la fiction, que ce soit linéaire ou pas, on le fait parce qu'on a déjà cette envie. Et de deux, c'est un effort de groupe et de service public de représenter la société de la meilleure manière possible. Mais effectivement, ces mesures, parce que c'est ça, on parlait des États-Unis, pourquoi aux États-Unis, en Angleterre, et ainsi de suite. En fait, il y a un moment où quand ça fait 20 ans qu'il y a des statistiques, des mesures et ainsi de suite, t'as plus le choix et puis ça s'installe. Ils savent où ils en sont, ouais. La diversité des personnages, c'est quand même la partie visible de l'iceberg, mais derrière, il faudrait aussi parler
de la diversité des équipes, la diversité des journalistes, la diversité des critiques. Et tout ça reste quand même un monde très blanc et masculin. Je vois pas comment on peut parvenir à créer des archétypes de personnages intéressants lorsque les équipes ne sont absolument pas diverses. Que ça soit scénariste, réalisation, commission. Et ça, c'est le problème majeur, en fait. Et c'est là où le rôle de la Cité européenne des scénaristes ou d'autres associations est vraiment clé. Parce qu'on a quand même un enjeu de sourcing de talent aujourd'hui. Et on reboucle avec ce que vous disiez au départ, qui est plein de gens se disent que c'est pas pour eux, que c'est pas possible pour eux, parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce qu'ils voient à la télé, donc ils se disent que c'est pas le chemin qu'ils peuvent emprunter, dans lequel ils auront de l'avenir. Et c'est là où vraiment le fait d'ouvrir les portes de nos sociétés de production, de faire connaître nos métiers, d'aller dans les lycées, de sensibiliser, de former à ces métiers-là et de dire c'est possible. D'être proactif, Exactement. Et de travailler avec des associations qui sont sur le terrain, qui forment aussi différemment. C'est hyper vertueux, mais ça se fait tous ensemble. C'est un enjeu extrêmement collectif. Tu sais le nombre de fois où je me suis senti mal à l'aise dans ces soirées de l'entertainment où j'étais le seul asiatique, mais tu sais que c'était terrible. Moi je me rappelle, j'étais au festival de la fiction à Monaco. Ah ouais, tu m'étonnes. J'étais en smoking et il y a une dame qui est venue me voir, qui m'a dit excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir une coupe de champagne? C'était quand ça? C'était il y a, je sais pas, il y a plus de 10 ans quoi. Et je me suis dit oui bien sûr, le bar est juste là-bas. Et c'est confondu d'excuses parce qu'elle m'a pris pour voilà. Et plein de fois je me suis senti mal à l'aise parce que j'ai accès à l'entertainment, mais en fait je me retrouve avec des gens qui me ressemblent pas. Sauf qu'à un moment donné j'ai arrêté de voir dans le prisme de l'autre et plus dans le mien. Et ça c'est l'expérience et l'âge qui fait ça, qui fait que maintenant j'ai plus de recul et puis j'en vois un peu plus, donc je suis plus ok avec ça. Mais je repense à ce Frédéric il y a 20 ans qui était pas très à l'aise dans ce milieu-là, mais qui a dû composer avec tout ça. Ouais, c'était pas évident, c'est vrai. Son entourage aussi, ouais. Quelles actions vous avez mises en place concrètement dans vos métiers respectifs vis-à-vis des questions de la diversité pour avoir quelques exemples de ce qui peut être fait? Moi, comme je disais, j'ai monté ma structure qui s'appelle Showtime Production en 2020 et tous mes projets, tous sans exception, en fait, mettent en lumière la communauté asiatique. Il y en a un qui est en développement avec Julien Madon pour Netflix, un que je viens de signer avec une coproduction qui s'appelle J'ai quelque chose à te dire, qui sera mon premier long métrage en tant que réalisateur. Voilà, je travaille aussi sur le biopic de Jacques Vergès en ce moment. Quand je vois ce qui se passe au niveau international à travers le cinéma asiatique, notamment coréen, en fait, il y a une émulation incroyable. Donc j'ai envie de choper ces codes-là et de les retranscrire en fait dans mon cinéma. Moi, je signe pas un projet s'il n'y a pas de diversité. On s'appelle alors. C'est bon à savoir. S'il représente pas un projet à France TV /. On va échanger nos contacts alors. Si vous m'envoyez un projet, effectivement, même à l'état de projet où il y a visiblement aucune réflexion sur les questions de diversité, et c'est les questions de diversité parce que on parle de diversité ethnique, mais il y a les diversités culturelles, les diversités de classe sociale, même géographique. La fiction française parle, j'ai pas les chiffres parce que ceux-là, je pense qu'on peut les avoir, mais de l'Île-de-France. De l'Île-de-France en gros, et de classes plutôt aisées, ou quand elles sont pas censées être aisées, elles le sont par magie. On sait pas pourquoi. C'est parfois des policiers qui ont en réalité des salaires pas dingues, vivent dans des villas ou des sur la Tour Eiffel, mètres carrés avec vue sur la Tour Eiffel parce que c'est plus joli. La diversité d'âge, de genre, d'orientation sexuelle. Donnez des exemples de projets que vous avez produits dernièrement chez Slash pour ceux qui nous écoutent qui n'auraient pas regardé ces séries. J'en ai un excellent que je vous recommande qui s'appelle Faire Famille, qui est sur Slash et qui est superbe et qui est produit par une boîte de prod chez nous, Black Dynamite, et réalisé par Océan. C'est la saison 3 qui est en cours en ce moment. Merci d'ailleurs parce que franchement c'est génial de pouvoir donner une voix comme ça à Océan. Alors moi je travaille plus au théâtre. J'écris aussi des courts-métrages et des scénarios, dont un scénario que j'ai mis 4 ans à trouver un producteur. Enfin, c'était en 2018. À l'époque, sur la question raciale, on était très frileux. Je montais un spectacle qui questionne la problématique des stéréotypes. Et puis, je travaille sur l'adaptation d'une pièce d'une autrice qui s'appelle Jackie Siblis Drury, africaine-américaine. Et en fait, je serais sur la représentation d'une famille noire française qui serait de classe moyenne supérieure. Okay. Et ça n'a jamais été représenté, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Il n'y a absolument aucune représentation d'une famille de classe moyenne supérieure ou bourgeoise en France, dans le paysage audiovisuel français ou au théâtre. Et puis, en fait, derrière, je sais que, par exemple, il y avait Patience Priso qui travaillait un peu dans le cinéma, je crois qu'elle a un peu... qui bosse chez Netflix actuellement. Voilà.
qui avait cette volonté de représenter la jet-set ivoirienne, et son projet a été refusé. Donc il y a une volonté aussi de représenter des communautés dans des classes sociales subalternes, défavorisées, etc. Parce que des personnes de classe moyenne supérieure issues des minorités, il y en a en France. Mais le cinéma français s'évertue quand même à ne jamais vouloir les représenter. Et au théâtre, alors là, c'est complètement criant, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Moi, ça m'intéresse, parce que Il n'y a pas la question de la diversité dans le sens numéraire, il y a aussi la question de quels sont les rôles qu'on propose, et est-ce que ces rôles ne sont pas toujours dans les mêmes clichés, au-delà de la question du protagoniste. Parce que même quand les personnes sont protagonistes, il y a est-ce que... La question de la classe, la question de la classe sociale. Ouais, c'est pour ça que la série Les Sauvages était super pour ça. Olga, tu nous as parlé un peu, toi, c'était sur les choix notamment d'actrices. Voilà, j'aime en tout cas y réfléchir et ça me plaît. Et aussi, ça apporte toujours en fait un plus artistique, je trouve. Au projet. Ouais. Et puis sinon, là, je travaille avec une scénariste que j'ai rencontrée à la Cité, qui était ma apprenante compagnon apprenante. Voilà, exactement. c'est ça. Et là, je la garde avec moi. Je travaille avec elle sur un projet. Oui, parce qu'il y a aussi la question de la diversité des scénaristes et pas seulement des personnages. Oui, il y en a très, très, très peu. Et c'est vrai qu'il y en a très peu aussi à des postes de décision. Yann Claire, du coup, est-ce qu'il y a des exemples d'actions que tu as menées chez Media One, le métier est encore récent, mais que tu peux nous citer On forme beaucoup, donc sur les différentes thématiques, vraiment de façon assez complète, en faisant venir des intervenants de l'extérieur pour s'adresser à l'ensemble des collaborateurs et déjà essayer de faire un tout petit peu évoluer. Mais là, je parle d'un point de vue groupe parce qu'il y a tout un tas de métiers chez Media One et qu'il s'agit aussi d'essayer de faire évoluer les mentalités, de contourner, essayer de déconstruire progressivement les stéréotypes. Et puis après, on a travaillé avec un collectif. D'ailleurs, il y avait des gens de chez France Télé, de chez TF1, etc., et d'autres producteurs, aussi des directeurs de casting, sur un outil qui s'appelle le guide de l'écran d'après. Oui. J'ai trouvé que c'était un travail qui était intéressant parce qu'encore une fois, très collectif, incluant tout un tas de profils différents et de métiers différents, et qui aujourd'hui se trouve sur Internet en open source et propose d'accompagner les créateurs d'histoires, les fabricants d'histoires sur différentes thématiques pour justement questionner les quêtes de personnages, les profils de personnages, le rapport au vivant. Voilà. Donc c'est très complet. Dans un souci qui est toujours, on en parlait avant que ça commence, de pas écraser la créativité. Enfin, d'ailleurs, c'est un débat qui est assez vif chez nous en disant mais entre les sujets environnementaux, les sujets de société, on va plus pouvoir produire. Si, bien sûr. Il ne s'agit pas de vous dire maintenant vous ne pouvez produire que avec toutes les formes de diversité représentées, que en travaillant vraiment sur oui, c'est sur pas cocher des cases. Non, en tout cas, pas tout le temps, mais juste déjà commencer à se questionner vraiment et de faire des choix en pleine conscience. Donc ça, c'est un outil qu'on déploie et qu'on met à disposition chez nous. Et puis après, on travaille avec les associations, la Cité européenne des scénaristes, le projet Moteur. On accompagne un projet là qui s'appelle Cinécubateur, qui est aussi en lien avec Courtrage, mais qui travaille sur la formation des différents métiers, techniques et compagnie. Enfin, voilà. Et Sabine, peut-être nous parler un peu du collectif 50-50. Donc, quels sont les travaux que vous pouvez mener, par exemple, au sein de 50-50 ? Est-ce que c'est des études, il me semble ? Oui, là, il y a l'enquête Cinégalité qui a été menée et qui a permis... en fait, je dirais que le cinéma n'a pas la vocation de représenter le réel, mais en fait, on est quand même dans la création, on est là pour ouvrir des paradigmes. Et lorsqu'il y a toute une partie de la population qui n'est pas représentée, il faut quand même se questionner. Donc, Cinégalité, une étude qui a été menée par Maxime Servul, qui permet comme ça d'identifier en fait la diversité à l'écran, comment elle se représente en termes de classe sociale, en termes de métiers, parce que souvent ce sont quand même des personnages qui sont marginalisés, ou des métiers plutôt dans le monde criminel pour les hommes. C'est vraiment une enquête qui a vraiment permis de faire une photo un peu de là où on en est. Je crois que l'enquête, elle date de 2021. Et puis, il y a aussi un territoire français qui est inexistant dans l'imaginaire, l'outre-mer, par exemple. Et puis, voir quels outils, en fait, on pourrait utiliser. Il y a tout un projet de mentorat pour accompagner les jeunes qui veulent travailler dans le monde du cinéma, pour ouvrir les paradigmes, les imaginaires, etc. Mais c'est vrai que sur la question de la diversité, c'est vraiment délicat parce qu'il y a cette problématique de statistiques qui fait que... comment faire des stats sans en faire ? C'est un véritable frein. Je pensais à quelque chose, c'était... Est-ce que vous aviez vu le film Detroit de Catherine Bigelow ? Donc Catherine Bigelow est une réalisatrice femme blanche et elle a été accusée par la communauté afro-américaine de s'emparer d'un sujet qui était plutôt le leur. Je sais qu'aujourd'hui, va bientôt se poser ici en France aussi la question de qui écrit quoi. J'ai un copain scénariste américain et il me racontait que lui, il avait eu un sujet sur un personnage noir principal. Et en fait, il peut pas.
Il peut pas l'écrire parce qu'en fait, il est blanc. C'est une vraie question de la légitimité de qui écrit quoi. Aux États-Unis, notamment, il y a eu une clause d'inclusion par rapport à la problématique des Oscars, qui faisait que tous les films qui se présentaient aux Oscars devaient avoir des équipes diversifiées, que ce soit les équipes techniques, que ce soit les équipes à la réalisation, au niveau des acteurs, etc., etc. Parce qu'en même temps, je vois pas en fait comment, si tu n'es pas concerné aussi par le problème, je dis pas que c'est impossible. Oui, si tu n'es pas concerné par la problématique du hein. handicap, si tu n'es pas concerné par la problématique de l'orientation sexuelle. Parfois, un scénariste se renseigne. Je veux dire, par là, il fait des entretiens. Oui, enfin, on a quand même beaucoup été stigmatisé sur la représentation des minorités. Enfin, il y a une façon aussi de représenter l'autre. Enfin, voilà. Moi, je dis pas, hein, c'est pas non plus tout cloisonné, tout compartimenté, parce qu'on a quand même longtemps été représenté par une société blanche. Moi, je parle de la problématique raciale. Enfin, je veux dire, moi, je me sens pas du tout représentée par le regard blanc dans le cinéma français. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de développer mes propres projets. J'imagine que... Frédéric Chaud, c'était pareil, oui. Toi aussi. Je veux dire, à un moment donné, on a envie de sortir de ces représentations. On ne sait pas d'où elles sortent. S'offrir les rôles qu'on ne nous offre pas. Voilà. Et ça, c'est aussi une réalité. Mais justement, je me dis sur la question d'Olga, moi j'en avais une qui allait là-dessus. C'est en gros, quels sont les écueils à éviter quand on écrit des personnages issus d'une diversité dont on ne fait pas partie? Moi, on me consulte. Typiquement, j'ai un scénariste qui m'a contacté dernièrement parce qu'il écrit sur un projet de fiction où il y a un choc de culture entre la communauté asiatique et... Ah oui, donc c'est le sujet. Voilà, c'est le sujet. Et une française. Du coup, il me consulte en fait pour voir si ce qu'il écrit est vrai. En fait, il s'est emparé d'un fait divers. Il trouve que c'est un super sujet de film. Et voilà, il me consulte. Et je trouve ça plutôt bien en fait. D'autres choses qui vous... Diversifier les équipes. Ouais. Made in China, je l'ai coécrit avec un scénariste, Kamel Gamra, que je salue s'il m'écoute, qui est extrêmement brillant et qui a accouché en fait de toute mon histoire. Et lui a retranscrit ça sur un scénario qu'on a collaboré ensemble. Voilà, mais il était touché par les thématiques que j'abordais, c'est-à-dire l'identité, la transmission, la question qui se pose, qu'est-ce que c'est être français avec une origine aujourd'hui? Souvent dans l'opinion publique est décrié le fait qu'on cloisonnerait les personnages et on les déterminerait à travers leur casse. C'est un peu le débat universalisme versus intersectionnalisme. Qu'est-ce que vous pensez de ce risque que certains décrivent de réduire des personnages à leur diversité en fait? C'est une très bonne question parce que c'est pareil, un sujet qu'on aborde beaucoup nous, qui est de dire il s'agit pas de se mettre tous à produire des documentaires sur une communauté ou une autre, une minorité ou une autre. Au contraire, là on se dira qu'on aura vraiment franchi une étape, c'est quand on aura dans un récit qui n'a absolument rien à voir avec le sujet des diversités, une représentation de toutes les diversités à l'écran. D'ailleurs, ce que font très bien les Américains pour le coup. Et c'est un peu réducteur, je vois qu'on a quand même tous des références communes sur cette thématique liée aux États-Unis, mais ils y arrivent aujourd'hui très bien. Ils ont poussé le cursus très loin, y compris dans la façon dont ils fabriquent, mais c'est pas parce que t'es gay que t'es dans une fiction qui parle d'homosexualité, c'est parce que t'es handicapé que t'es dans une fiction qui parle de handicap. Tu peux être malvoyant, juste être dans une histoire qui parle de n'importe quoi. Oui, c'est Baptiste. Je précise que Anne-Claire Tell de Media One, que vous venez d'entendre, a dû quitter l'enregistrement à cet instant de la discussion. C'est pourquoi vous ne l'entendrez plus dans la suite de l'échange. Et j'en profite pour préciser que les références citées par les invités dans cet épisode sont répertoriées dans la description. Par exemple, avec Claudia, voilà, on l'avait écrit comme ça, on n'avait pas réfléchi au personnage. Tout d'un coup, on s'est dit, bah, tiens, on va mettre Claudia Tagbo dedans. On n'a pas changé une ligne. Et ça m'était déjà arrivé d'ailleurs il y a longtemps. Le truc que j'avais fait avec Miu Miu, c'était écrit pour un homme. On trouvait pas, c'était chiant. Et puis on a changé les sexes, ce que font pas mal de scénaristes. En général, c'est pas un scoop, mais tu changes pas les attitudes du personnage. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui sort que t'aurais consciemment changé si t'avais écrit en disant oui, ça va être une femme ou oui, ça va être un homme. Mais ça, c'est un certain type d'écriture. Il y en a d'autres où c'est quand même dans le sujet. Ça dépend. Il faut parvenir à décloisonner le cinéma du contexte sociopolitique. Okay. Je pense qu'aux États-Unis, ils sont parvenus à le faire. En France, il y a des rapports de domination qui sont très présents dans le cinéma et dont on n'arrive pas à se dépêtrer. Il y a une catégorie dominante blanche, masculine, etc., qui va écrire avec sa façon de représenter les autres, etc., etc. Il faut qu'on parvienne à sortir de ça. Aux États-Unis, en fait, c'est pas une problématique militante, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils veulent que chaque spectateur puisse acheter sa place. Tout simplement. On est dans le capitalisme pur, dans le business. Et donc là, effectivement, on est vraiment parvenu à dégager, en fait, le monde du cinéma du politique. C'est marrant ce que tu dis. Moi, les meilleurs projets que je reçois, c'est des projets américains ou anglais. Et à chaque fois, aucunement, en fait, il est question d'un personnage asiatique. Typiquement, là, je suis pris pour un film américain que je vais tourner et je joue juste un inspecteur de police. Voilà.
C'est tout. Et je leur ai dit, mais pourquoi moi? Parce que le personnage s'appelle Simon. Et je crois qu'il a un prénom très anglophone en plus. Je lui ai dit au réalisateur, mais je ressemble pas, quoi. Il me dit, ouais, mais t'as explosé les essais et c'est cohérent que ça soit toi, quoi. Enfin, moi, je te vois là-dedans, dans ce personnage-là. On est déjà un peu dans le post-racial. J'ai passé aussi un casting pour une grosse production américaine. Enfin, effectivement, il y a juste le prénom du personnage, c'est une femme. Et j'étais très étonnée, en fait, de réussir le casting, parce qu'en plus de ça, moi, en tant que femme noire et grosse dans le cinéma français, c'est quand même une entrée un peu compliquée. Là-bas, il y avait absolument aucune difficulté. J'étais le personnage. Et effectivement, il y avait aucune caractéristique raciale, aucune précision sur le physique du personnage. C'est ça qui est super amusant à faire, hein, moi je trouve, c'est dire et si c'était lui, si c'était elle, enfin. Et là, c'est vrai que les gens du casting, je les fréquente pas tant que ça, sinon je produirais beaucoup plus. Je trouve qu'ils ont souvent, c'est vrai, des vieux réflexes pourris, quoi. Et si toi tu dis pas, bah moi en fait, je veux que vous cherchiez un maghrébin pour ce rôle ou machin, ils le font pas. À leur défense, pour en avoir reçu autour de la table, il y en a qui le font, il y en a qui s'y évertuent, qui font face à d'autres choses. Je dis pas que c'est la norme, mais... Par exemple, là, avec Karsanti, j'avais un truc, c'était un unitaire qui s'appelait La Fugue. Il y avait le mari de Karsanti. Je travaillais avec un réalisateur très gentil, mais enfin, il était pas... Et puis d'un coup, je lui ai dit, mais attends, mais pourquoi on prend pas Samir Ghesmi? Puis il me fait, Samir Ghesmi. Je dis, oui. Après, on a notre responsabilité à nous aussi. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a plus de 10 ans, j'ai dit à mon agent, c'est simple, c'est terminé. Je vais te faire gagner du temps et tu vas me faire gagner du temps. C'est-à-dire que maintenant, si tu reçois un projet où il y a écrit accent, restaurateur, karatéka, informaticien ou quoi que ce soit, ne m'appelle pas parce que je dirai non. Il est important aussi de dire non, donner un signal très fort au directeur de casting, au réalisateur, au producteur, que Frédéric Shaw ne fera plus ce genre de personnage, qu'il n'incarnera plus. Et je pense qu'il est aussi important de dire non pour pouvoir accéder à ce qu'on veut réellement. Ok, Sénès, sur ce sujet, toi, tu as mis en place des choses. C'est Slash, comment tu travailles les personnages en diffusion? C'est que ce soit plus une question. Dans Parlement, le personnage d'Eamon, joué par William Nadilam, à la base, il était juste marqué qu'il était irlandais. Outre ça, voilà. Donc oui, c'est le colorblind casting et de pas se poser ce genre de questions-là, ouais. Est-ce qu'il suffit de représenter un personnage pour parler de diversité? Parce qu'il y a aussi la question de mettre plus de femmes sans parler du fait qu'une femme dans tel contexte aurait tel problème qu'un homme n'aurait pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi le côté de il faut adapter l'écriture ou est-ce que c'est qu'une question de casting? Non, moi je pense que justement, il faut que ce soit juste une question de casting. Le plus important encore aujourd'hui, c'est de la visibilité. Avant déjà de se poser les questions de comment et ainsi de suite, déjà, ne serait-ce que la visibilité dans d'autres rôles que justement des rôles qui sont cadrés ou réfléchis autour d'une certaine communauté ou d'une certaine origine sociale et ainsi de suite. C'est vrai, mais il y a peut-être les deux à faire aussi, je dirais. Il y a peut-être des gens qui se sentent pas représentés aussi dans leurs histoires et leurs problématiques. C'est un juste milieu de tout ça, quoi. Moi, le truc qui me questionne, c'est surtout les décideurs. Tu vois, t'as évoqué tout à l'heure des projets en fait qui n'ont pas abouti. Moi, le mien, il a failli pas aboutir aussi, Made in China, parce que les gens qui vont financer ce projet-là, en fait, n'oublions pas que ce qu'on fait, c'est un business et qu'ils espèrent aussi un retour, en fait. Il y a des producteurs, quand ils ont démarché, je vais pas citer les noms, mais des diffuseurs, des chaînes de télévision, on leur a répondu, qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait, de la communauté asiatique? Est-ce que eux vont consommer du cinéma? Voilà, ils sont confrontés à ce genre de questions et peut-être que dans le projet que tu as cité théâtral, peut-être que les gens se disent ça m'intéresse, mais est-ce que je vais avoir un retour de financement? Est-ce que ça va intéresser? Est-ce qu'il y aura un public en fait sur ce projet-là? Ça me fait rire en fait cette question de toujours penser le public blanc, de toujours penser les consommateurs blancs, en fait, que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma, de penser l'universel blanc, en fait. C'est-à-dire que quand on fait un projet de film avec que des personnes blanches, on se préoccupe pas de savoir, enfin, voilà, c'est toujours des personnes blanches, en fait, qui posent ces questions. Sur la question de la diversité, il faut vraiment retravailler les schémas narratifs du cinéma. Sortir en fait de cette société qui exclut, qui compartimente. Il faut pouvoir créer de l'adhésion derrière. Je me suis vraiment posé des questions à me dire mais il n'y a pas quelqu'un à un moment donné au niveau de la commission, le film qui est financé, le scénariste qui écrit, le réalisateur qui le tourne et le directeur de casting qui se pose des questions en fait sur le rôle. On a l'impression que tu sors d'un journal colonial, accent, boubou, machin que ça. Il n'y a pas quelqu'un en fait à un moment donné qui se dit oulala. Aujourd'hui encore, tu dirais on en a encore là sur certains rôles. Ça continue. On ne représente pas aussi les grands-parents. Les grands-parents issus de l'immigration, ils n'existent absolument pas. Il y a des parents qui sont des gens en difficulté. C'est un peu ça les modèles. Donc il faut sortir de ces schémas narratifs pour construire aussi une autre société qui soit plus à l'image de celle dans laquelle on vit ou d'inventer aussi d'autres types de représentations. Il y a eu d'ailleurs la série, je pense comme ça, de Nawel Madani, ouais. Il y a une grosse polémique là-dessus. Ouais, on présente effectivement une famille maghrébine dont un des personnages a réussi. Mais
qui est systématiquement rattrapé par le cliché général du maghrébin à la télévision française, le dealer criminel et ainsi de suite. Pendant le mois du Ramadan. Pendant le mois du Ramadan, ouais. Tu sais comment je l'explique, la représentation, en tout cas pour la communauté asiatique, c'est juste une question de temps. N'oublions pas que la plus grande vague de migration asiatique en France est arrivée dans les années 70, qui sont les boat people. Il y a eu près de 200 000 Indo-Chinois qui sont arrivés. Ça remonte à 50 ans. Donc en gros, il y a deux générations. La première génération de celle de mes parents, c'est les générations sacrifiées. Ils ont bossé comme des malades et la culture, ils y connaissent rien. Moi, j'ai eu accès en fait à ça et c'est à travers ma génération et celles qui vont arriver qui vont en fait commencer à travailler, à prendre place dans des postes clés, que ce soit acteur, réalisateur ou même journaliste, sportif ou n'importe quoi. Mais il faut laisser le temps au temps aussi. Quand on compare en fait peut-être à la communauté maghrébine ou Afrique noire, il y a un temps de migration qui est beaucoup plus installé. Afrique noire, c'est les années 80. Hein. Bah tu vois, regarde, quand tu regardes la chronologie, en fait, tu vois beaucoup plus d'acteurs et actrices en fait d'origine maghrébine dans les écrans. Ensuite viennent les Noirs et après les Asiatiques. Donc il y a une chronologie, ça va venir. Mais je sais pas si le temps, on va laisser le temps. Ah non, moi je suis pas pour laisser le temps. Moi je suis pro-acteur de ça. Ce que je me dis, c'est pareil pour les femmes. Elles prennent leur destin en main parce qu'on va pas travailler pour elles sur les représentations. Et les minorités, c'est pareil. Mais j'ai l'impression qu'en France, les pouvoirs publics sont beaucoup plus réticents. Je travaille sur une série américaine qui se tourne en France, mais j'ai jamais vu autant de diversité sur un tournage. Tous les personnages, quoi. Alors, par contre, les équipes de réalisation et technique restent blanches. C'est un autre sujet. Et voilà, même le casting figurant, quoi. Il y a une volonté derrière. Je crois même que, je sais plus si c'était Tom Cruise en 2020 qui voulait remettre un prix qu'il avait eu parce que effectivement, il n'y avait pas assez de diversité au niveau des Golden Globes. Là-bas, que ce soit les acteurs, que ce soit les différentes organisations du cinéma, on s'empare de ces sujets et c'est pas quelque chose de mou. Il n'y a pas que les concernés qui se battraient pour ces sujets-là. Voilà, Joaquin Phoenix, il a pris la parole. En France, c'est Aïssa Maga qui prend la parole, en plus qui s'en prend plein la poire. Tu vas pas être juste concerné par ton propre propos. Aussi, toi, tu n'es absolument pas traversé par aucune des discriminations, tu ne fais rien. Mais la passivité, c'est aussi un sujet, ouais. Voilà. Okay. Mais pourquoi le quota n'existe pas en France ? Mais j'avais une question aussi là-dessus. Déjà, est-ce que vous seriez pour l'existence de quotas, dans la fiction en particulier ? Comme tu l'as très bien évoqué, je trouve que c'est quelque chose qui pourrait faire bouger les lignes, en tout cas. C'est un élément sur lequel on peut s'appuyer. Parce qu'après les interdictions, pour revenir comme au sujet des statistiques, je suis pas sûr qu'on ait le droit en France de statuer officiellement sur le fait On n'a pas le droit. Voilà. Oui, mais c'est dommage. Sur la question des femmes, oui. Sur la question des femmes, oui. Sur la question des femmes, oui. La diversité ethnique, non. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai vendu Made in China, voilà, je connaissais personne et j'ai toqué à des prods et un jour, j'arrive à une grosse prod, bon, je vais la citer, c'est Pathé, et je leur dis, voilà, moi, j'ai envie de mettre en lumière ma communauté, comme La Vérité si je mens ou d'autres films de comédie qui traitent certaines communautés, et j'ai envie que les 1 million de Français d'origine asiatique, en fait, aient leur propre film, qui puissent s'identifier. Ils ont dit, mais vous êtes 1 million ? Je dis ouais, alors que j'en savais rien du tout. Et ils ont dit oui, on va vous signer un développement. Mais voilà, j'ai joué, c'était un coup de poker en fait. C'est comme ce que disait Sabine, c'est l'argument financier. C'est exactement ça. Oui, pour tous les projets, hein, quand tu essayes de vendre un projet, il y a un enjeu financier. Et c'est ça qui a aidé aussi le projet à... c'est simple, il y a les yeux qui ont été écarquillés d'un coup, il y a eu de la lumière, et ils ont dit on va vous signer un développement. Il s'est vendu sur le marché chinois ton film ou pas ? Il a beaucoup voyagé, pas en Chine, c'est un marché assez compliqué, mais au Vietnam, au Cambodge, au Laos, un peu partout, quoi. En Allemagne, enfin. C'est ça aussi qui est complètement hallucinant, c'est que on est quand même dans le monde du business et des affaires et ils sont pas du tout au fait de la réalité du marché. Par exemple, nous, quand on a fait la signature du livre N'en est pas mon métier, les éditions du Seuil, ils avaient prévu 30 livres pour la sortie du livre. On a fait le truc au Phuket, on avait invité... Mais on fait des choses... Enfin bon, moi, Phuket ou pas Phuket, ça change pas grand-chose pour moi. Symbole du cinéma. Non, mais c'est clair. Et du coup, je crois qu'il y avait à peu près 400 personnes ou 500 personnes présentes. Le libraire, il a dit, voilà, mais elles sont combien les comédiennes ? On était donc 16. On avait invité chacune 10 ou 20 personnes, je sais pas. Et lui, il a fait son calcul. Donc du coup, il a été chercher, je crois, 300 ou 400 livres. Et on a signé les 300 ou 400 livres. Donc il y a eu des éditions du Seuil, ils étaient là, complètement étonnés, en s'imaginant que la thématique n'allait pas intéresser grand monde. Voilà. Et puis en fait, on a vendu énormément de livres. Ouais, je l'ai acheté, moi. Merci. Parce que c'est pas un marché, en fait, dans la tête des commissions de financement, les films, machin, etc. C'est pas un marché. Par exemple, j'ai fait un spectacle sur la problématique des stéréotypes, j'ai joué au Grand Parquet. Et en fait, le théâtre du Grand Parquet était hyper étonné en se disant, mais qui est cette Sabine Pacora ? Pourquoi les gens s'intéressent le jour de ma sortie de résidence, ils ont été obligés d'ouvrir leur jauge en capacité maximale. Moi-même, j'étais étonnée, parce qu'en fait, en général, sortie de résidence, t'as 15 ou 30 personnes qui viennent.
Là, ils étaient obligés de sortir toutes les chaises qu'ils avaient. Voilà, ils sont pas au fait des changements, des mutations. Est-ce que toi, Sénède, par exemple, sur la question des audiences chez Slash, vous avez eu aussi des surprises vis-à-vis de ces sujets quand vous les avez traités ? Non. En fait, j'ai du mal à me projeter sur ces questions parce que c'est pas des questions qu'on se pose en fait. Je sais que il y a un public asiatique, je sais qu'il y a un public maghrébin, je sais qu'il y a un public noir, je sais que toutes ces communautés ne sont pas assez représentées et qu'une des raisons pour lesquelles elles consomment peut-être moins de contenu français, c'est parce qu'elles ne sont pas représentées. Donc je me pose pas la question. Et parce que peut-être toi, tu es directement concerné par oui, par le bah sujet oui, aussi. c'est juste que je suis directement concerné. Je suis d'origine maghrébine. J'ai grandi avec le manque de visibilité et de représentation sur les écrans, quels qu'ils soient. Voilà. Et je voulais me souvenir justement d'une série qu'il y avait eu sur M6 dans les années, je crois, 96, qui était produite par Farid et Aïssa, les Jabri, qui sont les producteurs de Vertigo, qui ont produit La Vérité si je mens, et ils avaient une sitcom qui s'appelait La famille Ramdam. Et c'était une famille maghrébine, le père, la mère, classe moyenne. Alors, je sais plus du tout ce qu'elle vaut, mais je me souviens de ça parce que j'ai commencé, moi j'étais lectrice pour M6. J'ai aucun souvenir de ça. Ouais, la famille Ramdam. Toi, tu vois ? Aucun souvenir. Mis à part le titre un Oui, petit peu voilà, problématique, mais aucun souvenir. Quelles sont les remarques que vous vous lassez d'entendre au sujet des questions de diversité à l'écran ? On trouve pas. Il n'y a pas. Tu me présentes un casting sans diversité, j'ai besoin qu'il y ait plus de diversité, plus de représentativité. On trouve pas. Il n'y a pas. J'ai besoin d'un réalisateur ou une réalisatrice issue de banlieue pour raconter cette histoire de banlieue. Parce qu'en fait, c'est pas un fils à papa qui a grandi à Neuilly qui va pouvoir raconter la banlieue telle qu'elle est, telle qu'elle existe. On trouve pas. Il n'y a pas. On trouve toujours, hein. C'est juste que oui, ça prend un peu plus de temps et ça demande un peu plus d'efforts. Mais on trouve toujours. C'est juste une question de flemme. Flemme, et puis aussi, ce que j'entends aussi, pour un producteur ou un directeur ou une directrice de casting dont c'est le métier et qui est entrepreneur, c'est juste que ça coûte plus d'argent aussi. Passer plus de temps sur un casting et lancer un casting sauvage sur un rôle, ça demande beaucoup plus de boulot et donc c'est beaucoup plus coûteux pour un directeur de casting ou pour un producteur que juste effectivement dérouler une liste et cocher dedans. On a fait une comédie musicale l'année dernière qui s'appelait Russ avec l'Island Film Elisabeth Arnac. On a mis 1 an et demi à trouver nos réals. J'ai conscience, c'est ce dont on reparlait au début. Mécaniquement, le vivier de réalisateurs, scénaristes, réalisatrices, comédiens, comédiennes et ainsi de suite est plus concentré. Donc c'est plus difficile. Mais on trouve pas, où il n'y a pas, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Et pourtant, c'est ce que j'entends. Mais tu peux créer des synergies de travail, c'est-à-dire que sur un sujet ou un thème traité, tu mets un co-scénariste. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois sur mes projets. J'ai une idée, en fait, et je me fais accompagner de scénaristes dont c'est purement le métier, qui me font les structures qu'il faut, parce que moi, je suis assez autodidacte, donc je fais moi-même, et après... Voilà. Mais c'est ce qu'on fait sur à peu près tous nos projets. C'est juste que, effectivement, il y a, là où t'as 100 scénaristes non racisés, t'en as peut-être 10 racisés. Ces 10-là, vu le nombre de fictions qui sont produits, ils sont full. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faut que t'ailles chercher hors des sentiers battus et hors de ce que tu connais. Donc ça prend plus de temps. Il y a peut-être moins d'expérience aussi. Ouais, Momo et Théo qui ont réalisé Russ, ils avaient jamais fait de fiction. Ils avaient fait du clip, ils avaient fait un petit peu de court-métrage, quelques pubs, mais ils avaient jamais fait de fiction. Donc c'est aussi faire confiance à des gens qui ont pas forcément l'expérience et ainsi de suite. En fait, c'est plus de taf. Frédéric Coutoil, des remarques que tu te lasses d'entendre? Je suis confronté souvent à mes agents quand ils me font des retours, ils me disent on a parlé de toi sur ce projet-là. Alors les directeurs de casting et les producteurs réalisateurs disent mais c'est une super idée. Mais non. Et pourquoi non? Non. Voilà. Et je leur dis, mais c'est quoi la suite de la réponse? Ils disent non, c'est tout. Franchement, c'est une interrogation. Alors voilà, je passe très vite à autre chose et je suis plus focalisé sur mes projets aujourd'hui. Et puis, je refuse des choses, comme je disais, qui me tiennent pas à cœur, ou je suis aussi en train de changer aussi mon registre. Je tends de plus en plus vers du... Je dis pas que je ferme totalement à la comédie, mais voilà, j'ai 46 ans aujourd'hui. J'ai envie que mes enfants voient autre chose de leur papa, quoi. Et puis, je me crée mes propres rôles aussi. Je travaille sur un film d'action. Là, je travaille sur un autre film que j'ai écrit, dont j'aurai la réalisation, qui est beaucoup plus film d'auteur, tu vois. J'ai envie de m'essayer à ça. Et un biopic aussi, où j'ai envie d'incarner Jacques Vergès. Il est trop beau gosse. Marion Cotillard était trop belle gosse pour faire la môme. Ensuite, Sabine. Il y a vraiment des problématiques de la diversité qui sont périphérisées, comme la grossophobie par exemple. On n'écrit pas du tout pour des personnages de femmes grosses dans le cinéma français. Enfin, il y en a très peu. Marie-Lou Berry, la sœur de Ramzy peut-être. Enfin voilà, 2-3 comédiennes. Michel Bernier, mais voilà, on va vraiment les compter sur les doigts de la main. J'ai dû passer 2-3 castings avec des rôles intéressants pour des femmes grosses.
Sinon, ça n'existe pas. Moi, je suis lecteur de scénario et souvent on lit des personnages en plus qui sont définis spécifiquement comme athlétiques. C'est-à-dire qu'en plus c'est bien précisé dès le scénario souvent, Voilà. au-delà de la question du casting. Ouais. Ça a à voir aussi avec le fait qu'on est quand même dans une société grossophobe. Tu peux être gros et avoir des rôles intéressants et pas que jouer la bouchère, la boulangère ou la femme de catégorie socio-professionnelle en difficulté qui va dire 3 répliques dans le film. Donc il y a le côté, à vous mettre trop les diversités ensemble, on oublie certaines, c'est ça que tu veux dire? Oui, sur la question du handicap. En France, on n'y est absolument pas sur la question du handicap, quel qu'il soit, visible ou invisible. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'empêche d'avoir accès à des rôles intéressants et de pouvoir évoluer en tant que comédienne dans des protagonistes en France. Et Olga, toi, des remarques que tu te lasses d'entendre ou de lire? Alors moi, je me lasse de plein de remarques, mais dans mon métier, on en essuie beaucoup. Ouais. Je ne saurais pas dire ce que je ne veux plus entendre, si ce n'est que je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Voilà, je dirais, il ne faut pas avoir peur d'aller proposer frontalement aux chaînes des sujets, des personnages, des choses. Faut pas avoir peur. Ok, tout simplement être audacieux, oui. Ouais. J'ai une remarque qui vient des fois, alors bon, je pense que je connais la réponse, je préfère que me la poser, c'est qu'il y a des scénaristes qui disent que les questions de diversité se posent sur des séries et des films qui en particulier cherchent à représenter la société actuelle. Ça va être des films d'auteur, ça va être des comédies sociétales, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? Est-ce que la question des diversités de manière générale ne se pose que dans les séries et les films qui visent à représenter expressément la société? Bah non, c'est quand Lupin. on parle de Lupin et quand on parle de science-fiction par exemple, représenter une société future dans laquelle la diversité est pas représentée, encore une fois en termes d'imaginaire, c'est problématique parce que donc la diversité n'a pas sa place dans le futur, ainsi de suite. Sachant qu'en plus au vu de l'évolution de la population mondiale dans un futur plus ou moins lointain, si la planète existe encore, a priori on sera tous métissés d'une manière ou d'une autre, ou presque. Encore une fois, pour moi la diversité c'est pas une question de sujet, c'est une question de représentation, c'est tout. Si je raconte l'histoire d'un monde où la diversité n'existe plus, oui, à ce moment-là, je vais faire sans diversité. Mais à partir du moment où le sujet est là, la question de la diversité dépasse tout ça. Je me souviens de Peter Brook, qui est un metteur en scène. C'est un des premiers à avoir monté des Shakespeare avec un acteur africain dans le rôle principal, etc. Récemment, la série Bridgerton, qui est donc une série sur une société aristocratique anglaise du 19e, dans laquelle, tout d'un coup, des personnages noirs sont des aristos dans le truc, ce qui, évidemment, n'est pas une réalité historique, mais qui est un postulat posé et qui, finalement, voilà, so what? Peut-être qu'il y a aussi des séries historiques à faire, voilà, Jeanne d'Arc noire ou asiatique, pourquoi pas. Il y a aussi l'Uchronie qui peut se rendre. Tu te rappelles de Will Smith quand il a fait Wild Wild West, Conquête de l'Est, incarné par un noir? Je trouvais ça hyper audacieux et ça a cartonné. Mais carrément. Je rejoins ce que dit Sénette. J'ai l'impression que ces questions-là sur la diversité, comme si la société française était dans un espèce de soubresaut, de peur panique, je sais pas en fait, qu'est-ce qui l'angoisse. Elle se rattache en fait à des modèles de représentation parce qu'il y a vraiment des changements à l'œuvre en fait de toutes les minorités. Moi je me dis que dans peut-être 5-10 ans, on se posera en tout cas beaucoup moins les questions de la diversité comme aujourd'hui. Ça sera évident en fait. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis et en Angleterre, on voit qu'il y a une mixité et que c'est ok en fait et que ça cartonne. Et je comprends pas que nous on a ces exemples-là et qu'on les applique pas. C'est peut-être une question de volonté. Oui, enfin, je pense que les plateformes, c'est moins flagrant. Oui. Mais c'est vrai que les linéaires classiques, putain, pour les bouger, c'est chaud. Et c'est vrai qu'ils tournent avec très, très peu de noms. Mais ils ont aussi compris, à mon avis, parce que du coup, les prix montent et c'est très compliqué de tourner avec si peu de comédiens, qu'ils ont intérêt quand même à ouvrir, à élargir, à mettre d'autres acteurs pour les faire monter. Et pour, voilà. Et au cinéma, j'en parle même pas. Il y a combien de films avec Efira qui sortent, enfin, tu vois. Et Omar Sy aussi. Omar Sy, il y a toutes les sauces maintenant. J'avais tourné avec des acteurs blancs, mais pas français. Et ils me disaient, voilà, moi, ça fait 20 ans que je vis en France et tout ça, et je suis toujours l'américain de service, l'anglais de service, enfin voilà. Je pense aussi que la France, il y a aussi quelque chose avec son histoire, hein, c'est-à-dire être blanc et parler la langue française. Il y a toute une approche de la gastronomie française, de toute une histoire, en fait, de la noblesse, et la France se raccroche, en fait, à une identité, à une histoire qui fait que c'est compliqué d'intégrer un autre qui pourrait être aussi français, parce que être français aujourd'hui, c'est pas que être blanc. Et le cinéma français n'en a pas conscience. Et puis il y a aussi, sur les corps, les comédiennes françaises aussi, elles sont quand même toutes moulées d'une certaine manière. Je me suis posé la question, à quoi servent en fait ces personnages qui sont stigmatisés ? Ils servent aussi à construire l'image de la France, du protagoniste français en fait. Il n'est pas ça.
Il n'est pas le primo-arrivant qui sait pas parler, qui est mal fagoté, qui machin, etc. Il est, par contre, comme ceci, comme cela. Il est l'idéal. Il est voilà. Comment le cinéma s'exporte sur le marché. Il y a toute cette image aussi. Quel est le dernier film ou la dernière série qui vous a marqué vis-à-vis donc de la diversité qu'il ou elle propose? Une série, je crois que c'est Beef. En français, c'est Acharné. Ouais. Tout simplement. Enfin, encore une fois, il y a que des Asiatiques. Et le ton. J'ai trouvé ça hyper singulier, c'était drôle. Voilà. Ah si, j'ai vu American Crime Story avec O.J. Simpson. J'ai trouvé ça passionnant. Bah ça, c'est une vieille série. C'est une vieille série. D'ailleurs, c'est une série très intelligente et qui pose vraiment la question aussi du rapport des Noirs américains. Absolument. Avec ce truc qui est formidable, très brillant. Ah, je te conseille de le voir. Sabine, c'est Ned, un film ou une série récemment? Sur le point de la diversité, il y a tout un courant aux US avec Fresh Off the Boat, putain, c'est super. qui est super, Blackish, Rami. Rami, c'est génial ce truc. Des narrations plus communautaires, c'est vrai, mais qu'on n'a pas. Il y a un nouveau anglo-saxon, on y revient. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on puisse développer des personnages féminins qui soient intéressants, comme May I Destroy You, voilà, insécure, sortir les femmes racisées. Des clichés coloniaux. En de ça, si je vois encore un film qui sort sur l'histoire d'un ou une petite jeune de banlieue qui a un talent secret et qui rencontre un professeur de musique, de machin, de truc, de bidule. Ah ouais, non, c'est... Les séries de saviorisme, tu veux dire? Ah ouais, le white saviorisme, j'ai l'impression qu'il y a un film qui sort comme ça tous les mois. Ça marche pas d'ailleurs. Et ça marche pas. Sur le mentor blanc. Sur le mentor blanc qui sort de son quartier. Le chanteur, le cuisinier, l'écrivain, l'écrivaine. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il va faire l'inverse. Je vais péter un câble. Je le fais de manière assez régulière. C'est-à-dire qu'il y en a 2 ou 3 par an, quoi. Et ça ne marche pas, mais on continue de le faire. C'est des recettes. Dans mon souvenir, le premier que j'ai vu et que je trouvais assez réussi, et pourquoi pas, c'était le Brio. Bon, je suis pas très objectif dessus parce que je connais l'équipe, mais le truc, c'est que derrière, c'est devenu genre une formule. Et enfin, la dernière question, c'est que si vous aviez un message à faire passer à la communauté des scénaristes qui nous écoutent, donc sur la question de la diversité ou pas, ce serait quoi? Mélangez-vous, faites connaissance. Rencontrez d'autres univers, mettez-vous en danger et vous verrez que tout se passera bien après. N'ayez pas peur. J'allais le dire. Faites attention à vos angles morts. Posez-vous la question, surtout pour les scénaristes non racisés, dès que vous abordez la question, même quand vous l'abordez pas, checkez vos privilèges, en gros. Et quand je parle d'un personnage comme ça, en fait, renseignez-vous, effectivement, rencontrez des gens, demandez de l'aide pour les définir et les écrire. Voilà. Et quels sont les personnages qu'on écrit par défaut en pensant d'où les angles morts? Ok. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. La diversité et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Frédéric, Anne-Claire, Sénède, Sabine et Olga pour leur participation. Merci à la Bibliothèque du cinéma François Truffaut pour l'accueil du tournage. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines de retour avec un épisode classique. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art, mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.